Bonjour, rejoignez-nous, asseyez-vous pour les derniers arrivés. Nous sommes ensemble pour 45 minutes parler de robotique. La robotique industrielle n'est pas une technologie très récente, mais par contre c'est une technologie qui évolue énormément. Depuis quelques mois, depuis quelques années, on a vu naître la robotique collaborative. On voit de nouveaux types de robots arriver dans les entreprises. On voit des véhicules automatiques, autoguidés. On voit des véhicules auto-apprenants, on voit des machines auto-apprenantes qui guident des éléments robotiques, qui les utilisent dans les entreprises. Quels sont les usages de ces robots? Qu'est-ce qu'ils changent? Qu'est-ce qu'ils modifient dans la manière de travailler? Quels sont leurs impacts sur la manière dont les gens collaborent avec leur entreprise, travaillent leurs produits, agissent dans le domaine de la qualité? Nous sommes avec nos invités qui ont tous une expérience dans ce domaine-là, qu'ils vont partager avec nous. Nous sommes avec Jean-François Thibault, qui travaille chez Safran. Nous sommes avec Jordan Riva de l'entreprise Jacmel, Jérôme Bertin, qui vient de Aract. Il nous expliquera ce qu'est cet organisme. Nous sommes avec Sébastien Béal d'Amazon et Nathalie Julien, qui est professeure, enseignante dans une école d'ingénieurs dont elle nous parlera aussi. Je vais vous demander à chacun de vous présenter rapidement. Commençons par Jean-François. Jean-François, bonjour. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jean-François Thibault, je suis responsable de l'ergonomie pour le groupe Safran. Donc, le groupe pour l'ensemble du groupe Safran, qui est un groupe international, 200 usines dans le monde, 100 000 salariés. C'est le 3e équipementier aéronautique mondial. Alors, Jordan. Bonjour, donc moi Jordan Riva, je suis responsable industrialisation pour le groupe Jacmel. Donc le groupe Jacmel, on travaille le fil métallique. On est 120 collaborateurs sur 5 sites, 4 en France et un site en Roumanie. Alors, on reviendra sur ces détails. Et votre fonction, de quoi vous vous occupez? Moi je m'occupe de l'industrialisation. Bien. Jérôme Bertin. Oui, donc Jérôme Bertin, responsable du développement à l'ARACT. L'ARACT, ça veut dire Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et donc nous sommes un organisme paritaire qui aidons les PME à gérer le changement et à développer leur qualité de vie au travail. Sébastien. Bonjour à tous, Sébastien Béal. Je suis le directeur d'établissement de Sevray, qui est l'un des 5 entrepôts logistiques Amazon en France. Et vous nous parlerez bien évidemment. Je tenterai de vous parler de robotique. Et avant de travailler sur le site de Sevray, j'ai travaillé 2 ans en Angleterre sur un des premiers sites qu'on appelle Amazon Robotique en Angleterre. Donc, vous nous parlerez d'un aspect intéressant de la robotique, qui est celui lié au domaine de la logistique, qui va concerner beaucoup d'entreprises. On pense beaucoup aux robots dans le cadre de la production industrielle de masse. On oublie aussi qu'ils ont tout un tas d'usages, d'autant que maintenant ces robots deviennent mobiles. Nathalie Julien, bonjour. Je l'ai dit, vous êtes enseignante. Vous allez nous parler de l'école au sein de laquelle vous travaillez et de vos autres activités. Bonjour, oui. Je suis professeure d'université à l'NCBS, qui est une école d'ingénieurs de Bretagne Sud. Donc, je suis à Lorient. Et je suis également responsable des relations entreprises dans cette école. Et également, donc, à ce titre, co-auteur d'un livre qui s'intitule L'usine du futur, stratégie et déploiement, dont un des chapitres traite de la robotique collaborative, la mise en place des cobots, donc, qui est apparu chez Duno. Merci. En ce qui me concerne, donc, Thierry Pigault, je suis rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle J'Automatise, que vous trouverez sur différents points de diffusion de la presse dans le salon. Et ce magazine traite assez fréquemment de robotique collaborative et d'un certain nombre de choses qui tournent autour de ces technologies, sans aller nécessairement aussi profondément que chacun de nos invités le font dans leur activité et dans leur déploiement et dans leur approche. Nathalie, je me tourne vers vous à nouveau. La robotique évolue. Vous qui êtes à la fois à la césure entre le monde académique, c'est-à-dire l'enseignement, la découverte de ces nouvelles technologies, mais aussi le monde de la recherche, le monde de l'essai, des preuves de faisabilité, ce qu'on appelle les POC, les Proof of Concept. Qu'est-ce qui vous semble le plus significatif dans l'évolution de ce que la robotique apporte aujourd'hui dans les nouvelles approches? Essentiellement, c'est que le robot est sorti de sa cage et donc maintenant il travaille avec l'humain et que de cette collaboration entre l'homme et la machine
naissent en fait une nouvelle conception des postes de travail et même une nouvelle vision du travail en lui-même. Alors, Jordan Riva, pardon. Jordan Riva, votre entreprise, Jacquemet, déploie des cobots. Est-ce que c'est une vision, ce que vient de nous décrire Nathalie, est quelque chose, une vision que vous partagez? Est-ce que c'est l'usage que vous avez de ces machines? Dites-nous un peu. Alors c'est pas tout à fait l'usage qu'on a des cobots. On a sur les 9. Détaillez-nous. Alors, expliquez-nous. Vous avez lancé un projet depuis combien de temps? Quel type de robot vous utilisez? On attaque des robots depuis 2012 maintenant. On a aujourd'hui 9 robots 6 axes et 6 sont des robots collaboratifs. Le point que je dirais, c'est qu'on ne travaille pas forcément avec le robot, mais on travaille à côté des robots. Donc c'est vrai qu'on a sorti les robots des cages. Pas tout le temps, parce qu'en fait on se rend compte que le robot perd très vite en fait son côté collaboratif en fonction du préhenseur qu'on va mettre dessus, de la pièce qu'on va manipuler, et on rencontre très vite en fait ces problèmes de sécurité. Nous. Donc on atteint vite la limite du cobo. Jean-François Thibault, j'ai envie de vous poser la même question. Quelle est votre approche, vous, de la robotique? Alors, on parle de robotique 4.0. Ce n'est pas nécessairement un robot collaboratif, ou du moins ça peut être un robot collaboratif dont on détourne l'usage. Quelle est votre expérience dans ce domaine? Pour reprendre les propos du robot collaboratif, c'est ce qui m'intéresse chez Safran, parce que vous allez dire pourquoi un ergonome s'intéresse au robot collaboratif. Oui. C'est qu'il change fondamentalement l'activité de travail, comme vous venez de le dire. Et en même temps, il y a plusieurs types de robots collaboratifs. Généralement, on met tout ça dans une même poche. En fait, il y a des robots avec différents types de fonctions. Il y a des robots collaboratifs colocalisés qui peuvent travailler indépendamment de l'opérateur. C'est peut-être ce que vous vouliez mentionner. Il y a des robots véritablement collaboratifs qui sont en interaction avec l'opérateur. Et là, il y a vraiment un travail d'ergonomie à faire très puissant. Et puis, il y a aussi les robots téléopérés. Je rappelle, c'est des vieilles technologies qu'on utilisait dans le nucléaire qui aujourd'hui reviennent au goût du jour et qui transforment les manières de travailler, nos situations de travail. Et c'est pour ça que ça intéresse Safran d'avoir un axe sur la cobotique dont je suis responsable. Alors, je voudrais que vous soyez un petit peu plus précis dans ces trois aspects, trois déclinaisons de l'utilisation de la robotique. Combien d'entre elles utilisez-vous et dans quelles applications ? On utilise toutes ces fonctions-là, toutes ces technologies-là, alors dans des applications qui n'ont rien à voir les unes par rapport aux autres. Je vais prendre plusieurs exemples. Par exemple, ce qu'on appelle la téléopération. Nous avons des opérations qui se font sur des produits chimiques, entre autres des produits pyrotechniques, où il est important d'éloigner l'opérateur du produit. Donc maintenant, nous avons mis en place un robot collaboratif où l'opérateur, à distance, fait l'action, actionne le robot de manière interactive. Alors il y a plusieurs modes, c'est pour ça que le robot collaboratif c'est un peu compliqué. Il y a des modes semi-auto, le robot fonctionne tout seul, et il y a des modes où l'opérateur reprend la main avec une interface et peut commander par exemple la finition grâce au robot téléopéré. Ça c'est une première application. On a des applications par exemple de manipulation, on est vraiment dans de la co-manipulation du robot collaboratif pour faire des mesures par exemple. On va dans l'usine, on se déplace avec un cobot et l'opérateur positionne le cobot là où il a besoin, il lance un batch et le robot fait un certain nombre d'opérations de manière autonome. Après il reprend le cobot, il vérifie qu'il contrôle la pièce, que la pièce est OK et après il part sur une autre pièce. Donc là on est dans des applications collaborative. Et puis, on a des applications sur un même lieu où le robot effectue en parallèle de l'opérateur un certain nombre de tâches sur des pièces et ensuite les transmet à l'opérateur qui fait, par exemple, des opérations de finition qui demandent de la dextérité, de la valeur ajoutée de l'opérateur. La règle chez Safran, c'est maximiser la valeur ajoutée de l'opérateur, le décharger de tâches lequel le robot peut prendre en charge, surtout si ces tâches sont pénibles en plus, et évidemment, gagner de la productivité. On va revenir sur les coûts. Je veux demander à Sébastien, Sébastien Béal, vous, quel usage de ces outils automatisés vous avez dans le domaine de la logistique? D'abord, décrivez-les-nous, puis parlez-nous un petit peu de vos applications. Vous m'avez guidé vers une vidéo que j'ai vue. D'ailleurs, j'invite les gens à aller voir, de taper Amazon Robotics sur YouTube, si je me rappelle bien. Et on voit des choses assez intéressantes. Certaines de vos vidéos sont significatives. Alors expliquez-nous ces applications, justement.
Alors, permettez-moi de commencer par dire que la manière dont on utilise les robots chez Amazon, c'est une innovation parmi d'autres qui a été mise en place pour nous permettre de répondre au mieux aux besoins de nos clients. Et très concrètement, ce qu'ils vont nous permettre, c'est de regrouper sur une même surface d'entrepôt logistique 50% de stock d'inventaire en plus. Comment ça se passe concrètement? On a une zone qui est dédiée pour la circulation de ces robots et une zone qui est séparée physiquement, qui est dédiée à l'activité des collaborateurs. Ça nous permet du coup... Ce qu'il faut peut-être dire, c'est que ce sont des véhicules autoguidés. Hein, voilà, alors je voulais le présenter de manière très simple. Ça ressemble à des gros aspirateurs autonomes qu'on peut avoir chez soi. Ils sont bien sûr beaucoup plus gros, ils pèsent environ 350 kg, ils peuvent supporter des charges de 150 kg et ils vont se déplacer librement dans le champ qui leur est dédié. Ils vont aller récupérer les armoires dans lesquelles sont mis en stock les produits, les soulever et les amener vers les stations de prélèvement des opérateurs. Donc ce qui nous permet concrètement, c'est de densifier l'inventaire, donc de pouvoir offrir une meilleure sélection pour nos clients au plus proche d'eux. Également d'améliorer ce qu'on appelle le temps de cycle, puisque les temps de déplacement qui étaient avant effectués par les collaborateurs qui allaient chercher les produits, du coup, ces temps-là disparaissent. Et je rejoins effectivement monsieur, on peut se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, comme la vérification de qualité, l'emballage, ce genre de choses qui vont avoir un impact plus important pour le client. Et voilà, c'est vraiment comme ça qu'on travaille chez Amazon avec les robots. C'est beaucoup moins, en tout cas, j'imagine, technologiquement complexe que des robots 6-axes ou autres. C'est vraiment, ça provient de notre volonté de réussir à servir encore mieux nos clients que ce qu'on le faisait précédemment. Alors, ces robots dont vous nous parlez, ces véhicules autoguidés, se déplacent dans une zone où les opérateurs, eux, ne pénètrent pas. Non. C'est une zone qui est délimitée physiquement par une barrière avec simplement une ouverture au niveau des stations de prélèvement et de mise en stock. On a des collaborateurs qui sont spécifiquement formés, d'ailleurs c'est des nouveaux métiers qui sont apparus avec ces technologies, qui peuvent intervenir à l'intérieur pour effectuer des opérations de maintenance préventive par exemple. Mais la majorité de nos collaborateurs effectivement ne sont pas en interaction directe avec les robots ni en contact physique direct avec les robots. Alors Jérôme Bertin et Nathalie Julien, vous venez d'entendre ces témoignages sur les utilisations de ces robots. Je voudrais savoir par rapport à vos activités, la manière dont vous approchez, vous analysez ces nouveaux usages, qu'est-ce que ces témoignages vous évoquent, Jérôme? On va être un peu en décalage en réalité. Ce sur quoi nous avons travaillé, c'est ce que nous avons appelé le facteur humain dans l'industrie du futur et dans des cas notamment de robotisation élevée. On s'est demandé qu'est-ce que voulait dire le facteur humain, puisque l'industrie du futur, l'industrie 4.0, en faisait vraiment un point central. Donc on a conduit plusieurs études auprès de plusieurs entreprises pour savoir pourquoi les entreprises robotisaient, qu'est-ce qu'elles en attendaient, quelles démarches elles réalisaient et quels étaient les facteurs de succès ou d'échec. Et on s'est principalement concentré sur des ETI et des PME. Alors ce que je vois là, ce qui fait écho à notre recherche, c'est que le robot a principalement deux objectifs, gagner en productivité, fiabilité, qualité, et puis sécuriser l'opérateur, lui permettre non seulement d'être sur des tâches à valeur ajoutée plus importantes, mais en même temps le décharger d'un certain nombre d'activités, pouvant être dommageable pour ses conditions de travail ou sa qualité de vie au travail. Voilà. Et ce que nous avons découvert, c'est qu'en réalité, si les entreprises ne faisaient que cela, beaucoup de démarches de modernisation par la robotisation avaient des risques d'échec importants. Voilà, alors je peux en parler si vous voulez. Ah bah volontiers, oui, développez votre propos en quelques mots si vous pouvez. En fait, souvent, mais je ne pense pas que ce soit le cas ni de Safran ni d'Amazon, souvent, nous on s'est concentré sur les PME. Hein. Souvent la PME considère le robot comme un outil technique qu'elle rajoute à une ligne ou qu'elle remplace, qui remplace une ligne, sans s'apercevoir qu'il ne s'agit pas de mettre un outil, mais de revisiter une organisation industrielle. Donc déjà, souvent les démarches initiales sont, on peut dire, en défaut de conception stratégique. Et du coup,
derrière, la conduite du changement, la conduite de projet, vient logiquement, vient dans cette logique d'absence de développement stratégique, et on aboutit à un certain nombre d'erreurs. On confie ça à des techniciens, on peut, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que, je suppose que Jean-François a un passé d'ARACT, donc Jean-François ne me contredira pas, ni en tant qu'ancien directeur du NARAC, ni en tant qu'ergonome. La question de la co-conception de la ligne est quelque chose de très important. L'investissement des collaborateurs amont et aval pour concevoir et fiabiliser la ligne est très très importante. Et quand on ne conçoit la robotisation que comme surajouter un outil, allez, on va dire mettre une perceuse, cette logique de co-conception disparaît et on confie à des fournisseurs le développement d'un projet qui risque de ne pas être très intéressant pour l'entreprise. Je ne vais pas être trop long, on pourra me poser des questions si vous voulez après, parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je voudrais juste dire, je ne sais pas s'il y a beaucoup de PME ici, les premiers résultats de robotisation, les premiers résultats économiques de robotisation ne sont pas des résultats satisfaisants. Vous avez des taux d'occupation machine qui baissent, vous avez des taux de maintenance, des coûts de maintenance qui augmentent, vous avez des coûts salariaux qui augmentent, vous avez du rebut qui augmente et vous avez des phases de ramp-up, de fiabilisation de votre ligne qui sont 2 à 3 fois plus importants que prévu. Donc ça, c'est quand les choses vraiment se passent d'une manière mal maîtrisée. Je dirais presque, je vais caricaturer, je dirais presque en PME, c'est la règle. Et du coup, c'est très très important de pouvoir savoir pourquoi ça se passe comme ça. Pour améliorer les choses, bien sûr. J'ai pas entendu. Pour améliorer, pour essayer d'améliorer le... Et puis surtout, quand vous achetez des machines à plusieurs millions de francs, vous n'avez pas le droit à l'erreur. D'euros. En PME. D'accord. Nathalie Julien, ça rejoint le type d'études, les travaux que vous faites avec les entreprises que vous accompagnez? Oui, alors effectivement, quand on décide d'équiper un poste, il ne s'agit pas de se dire on va juste poser un objet, je suis assez d'accord, mais déjà informer les opérateurs de ce qui va se passer, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de peurs qui sont liées autour de l'impact qu'il peut y avoir sur la mise en place des robots, notamment des réticences, quoi. Voilà. Oui. Mais des inquiétudes. Le mot de peur, c'est clairement ce qu'on perçoit dans la plupart des entreprises, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui flottent comme ça. Et donc, informer déjà les gens de ce qu'on va faire. Donc, on a parlé du fait de ne pas remplacer l'humain, mais de lui permettre d'avoir des tâches à valeur ajoutée. Et puis accompagner les gens, et puis surtout expliquer que le but du jeu est bien d'améliorer les conditions de travail. Je pense qu'on est tous assez d'accord sur le sujet, et donc les écouter leurs besoins, plutôt que de vouloir donc d'en haut décider de placer un nouvel objet qui va aussi créer des inquiétudes et du stress même éventuellement sur la façon de travailler, et donc éventuellement une charge mentale. Et donc il y a aussi des études sur ces sujets-là. Puis après, une fois que le robot ou le cobot est en place, là encore, à nouveau écouter les gens pour voir ce que ça crée et optimiser. Jordan Riva, vous travaillez dans une PME. Est-ce que ce que vous entendez de la part de Jérôme et de Nathalie évoque pour vous la réalité de ce que votre entreprise traverse ou a traversé lorsqu'elle a lancé son projet de robotisation et qui continue d'ailleurs ce projet? En partie. Je voudrais rebondir sur 2 choses. Effectivement, toutes les tâches qu'on a automatisées sont des tâches ingrates. Et on a toujours automatisé pour améliorer les conditions de travail. La deuxième chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est plutôt sur l'intégration du premier robot. Et si je prends l'exemple du groupe Jacquemet, si on avait attendu d'avoir un cahier des charges vraiment défini pour savoir exactement ce qu'on allait faire avec les robots, je pense qu'on n'en aurait toujours pas. Et le premier robot, on ne savait pas forcément ce qu'on allait en faire. Donc il a permis déjà de lever un petit peu les doutes, de créer une acceptation, parce que le premier robot, il a mis très longtemps avant d'être accepté par l'ensemble de nos collaborateurs. Et ça a mis plusieurs mois quand même avant que la vision change.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la vision a complètement changé. C'est vraiment l'inverse. Hein. C'est qu'aujourd'hui, l'arrivée de ce premier robot, c'était quoi? C'était une décision de la direction technique, de la direction de la production. Les gens n'ont pas été spécialement consultés. Expliquez-nous un peu. Si, tout le monde a été consulté, tout le monde a été au moins informé. C'est une décision de la direction même générale qui voulait absolument qu'on prenne ce fameux virage 4.0. Et du coup, on est dans une brique du 4.0, d'automatiser nos ateliers, surtout dans une PME. Mais malgré tout, des doutes persistent. Parce que, du coup, ce premier robot, il fait quoi précisément? Simplement de la manipulation. Il décharge une machine pour conditionner des pièces. Pour conditionner des pièces. Donc là, si vous voulez, niveau tâche ingrate, on ne peut pas faire bien mieux. Hein. Jean-François Thibault, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir parce que effectivement, ce qui vient d'être évoqué est très 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 important. Pour mettre en place des systèmes cobotiques, chez Safran, il a fallu vraiment travailler sur une démarche de conduite du changement. Je voudrais me faire une idée Oui. quand même. Allez-y. Vous avez parlé de cobots, de robots collaboratifs Oui. utilisés dans plusieurs applications. Oui. Vous en avez combien chez Safran? On en a une quinzaine de projets aujourd'hui. Je gère une quinzaine de projets de robots D'un collaboratifs. seul robot à chaque fois? Oui, oui. D'accord. Ou de plusieurs, suivant les applications. D'accord. Mais il y a 15 projets en cours aujourd'hui chez Safran, dans le cadre d'une plateforme qui s'appelle la plateforme Sirocco. Et je reviens sur la question de la démarche, parce qu'elle ne va pas de soi. Alors, c'est vrai, on est un grand groupe, donc ça n'empêche pas, on s'est pris dans les premiers cobots les pieds dans le tapis. C'est-à-dire qu'on a eu ce qui a été mentionné, des taux de démarrage plus longs, des variabilités dans les situations qui n'avaient pas été prises en compte à la conception. Dans un groupe comme Safran? Oui, dans un groupe comme Safran, oui. Je vais vous parler vrai. Hein. D'accord. Et donc, face à ces premières difficultés, on a décidé de mettre en place une démarche d'accompagnement du changement, de co-conception. Il y a plusieurs termes, on peut utiliser plusieurs termes, pour pouvoir co-construire quelle va être l'activité future des opérateurs avec ce type d'outils. Et donc, on touche effectivement les questions d'organisation du travail, mais on touche aussi la représentation que l'on se fait du travail futur. Et la représentation que l'on a du travail avec un robot, c'est celle un peu désuète, le robot travaille tout seul et puis nous, on est viré. Je vous le fais rapide, mais c'est un peu cette représentation au premier abord. C'est ce qui s'est produit chez Safran? Non. Justement, non. Justement, parce que si on met en place de la robotique collaborative, c'est justement pour préserver cette valeur ajoutée de l'opérateur. S'il n'y avait pas de valeur ajoutée de l'opérateur, il y aurait des robots partout qui feraient le travail et il n'y aurait plus d'opérateurs. Mais ce n'est pas comme ça qu'on monte un moteur d'avion. Pour un opérateur, c'est une dizaine d'années d'expérience avant de savoir monter un moteur d'avion. Par contre, il vieillit. Par contre, il est soumis à des conditions de travail qui peuvent faire qu'à un moment, il ne peut plus tenir le poste. D'où des besoins de rupture technologique qu'apporte la robotique collaborative. Faire prendre au robot des tâches qui permettent à l'opérateur d'exprimer encore son savoir-faire et de faire que nos moteurs d'avion, on est leader sur, par exemple, nos moteurs d'avion. Ça, c'est très important. Mais pour ça, ça nécessite une démarche. Et pour cette démarche, ça ne coulait pas de source. Il a fallu s'appuyer aussi d'organismes. Et nous, on s'appuyait auprès de la plateforme du CEA. Donc, on a mis en place un consortium avec le CEA Tech. Et on a mis en place une plateforme qui s'appuie sur des experts scientifiques d'un point de vue robotique et sur d'autres experts en ce qui concerne l'ergonomie, la cognitique. Parce que dans la robotique collaborative, le plus important, c'est l'interface entre l'homme et l'opérateur. Si vous foirez l'interface, le robot, il ne va pas fonctionner, vous aurez des taux d'occupation qui ne vont pas être au rendez-vous, etc. D'où l'importance fondamentale d'intégrer cette interface et de mettre en place un système de co-conception. Cette démarche que vous avez faite, vous l'avez faite dans un projet d'open innovation avec le CEA? Oui, on a un contrat cadre avec le CEA et aujourd'hui, auprès de nos usines, je sélectionne des projets qui ont un potentiel à être cobotisés. Et ensuite, on co-développe avec le CA, mais aussi évidemment des fournisseurs et aussi des startups. Parce que le deuxième problème qui rentre en ligne de compte, c'est que la robotique collaborative, on est dans les nouvelles technologies. Ce n'est pas des robots souvent qui tournent depuis 50 ans. Hein. Donc on co-développe à un moment, on assemble des briques technologiques qui peut-être chacune sont matures, mais quand on va les assembler toutes les deux, vous parliez par exemple des préhenseurs, la question des préhenseurs, c'est une question très importante. Primordial, oui.
primordial. Et donc, quand vous assemblez différentes technologies, vous vous retrouvez sur un système qu'il va falloir faire monter en maturité. Alors, dans l'aéronautique, on appelle ça un taux de maturité technologique. Ben, on va faire monter le taux de maturité technologique au travers d'une plateforme, avec des essais, avec une co-conception, en utilisant d'autres outils 4.0, comme par exemple la réalité virtuelle, pour simuler les futurs postes de travail. Enfin bon, je pourrais développer plus si vous le désirez. Sébastien Béal, tout ce que vous venez d'entendre, ça évoque des choses qui ont dû être présentes dans le projet que vous avez conduit. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses. Effectivement, ce que je rejoins parfaitement, c'est que le robot n'est absolument pas une fin en soi. Il faut qu'il s'inscrive dans une démarche globale de comment est-ce qu'on modifie notre manière de produire, si on produit ou de livrer, pour permettre plus de bien-être aux salariés et pour permettre également une meilleure qualité de service rendu. Justement, je vais vous poser la même question, la question qui fâche toujours. Quand vous avez déployé ces robots, est-ce que vous avez gardé le même nombre d'opérateurs? Est-ce que vous avez développé votre entreprise, accru votre force de travail? Merci de poser la question. Alors non, on n'a pas gardé le même nombre de collaborateurs. Si je peux donner quelques chiffres, en Europe, la technologie qu'on appelle Amazon Robotics a démarré en 2015. À l'époque, on va dire début 2016, on était environ 40 000 en Europe. Et à fin d'année 2018, on est 83 000. Donc les robots notamment, mais pas que, parce que c'est une partie des évolutions et des innovations que produit Amazon, ça permet, parce que c'est au plus proche de ce qu'attend le client en termes de qualité de livraison, ça permet de soutenir la croissance, donc de soutenir l'emploi sur le long terme. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qui est à opposer. On n'a aucun appareil autonome ou robot qui remplace des opérateurs ou des collaborateurs. On a au contraire effectivement des choses qui permettent d'optimiser l'espace, d'optimiser les cycles de production, de livraison, qui soutiennent donc la croissance et l'emploi sur le long terme. Jérôme Bertin, vous vouliez réagir? Oui, parce que ça a été aussi une de nos grandes surprises de notre étude. Nous attendions un impact emploi négatif et en réalité, on a découvert un impact emploi, si ce n'est positif, au moins ISO, voilà. Donc, nous n'avons pas constaté dans les PME de baisse d'effectifs liés à la robotisation. Et je pense qu'une des raisons pour la PME, une des raisons est celle qu'évoquait Jean-François, c'est qu'en fait, on concentre l'activité des hommes sur un savoir-faire accumulé depuis des années. On ne va pas se séparer de collaborateurs qui ont accumulé des savoir-faire depuis des années, surtout dans une TPE ou une PME de 20 à 30 personnes. Donc nous nous attendions à un impact négatif et nous nous attendions à des craintes très fortes de la part des opérateurs, des collaborateurs vis-à-vis de cet impact négatif. Et en réalité, très vite, les craintes sont tombées parce que l'impact négatif emploi n'existait pas. Nathalie Julien, pardon, vous vouliez ajouter quelque chose, Jérôme? Nathalie, de toute façon, vous reprendrez la parole quand vous voudrez. Nathalie, est-ce qu'il y a au niveau justement de tous ces gens qui collaborent dans l'entreprise, que ce soit l'ingénieur, le responsable du projet, les gens qui vont être concernés sur les postes de travail, sur la modification de leur activité, quelles sont les bonnes pratiques à penser avant de se lancer pour que les choses au plan humain se passent de la manière la plus, je dirais, la plus équilibrée, la plus intelligente, la plus facile possible? Est-ce qu'on a des idées, des pistes, des choses qui existent déjà? Donc avant, on est bien d'accord. Avant. Oui, avant, aller voir les gens, c'est ce que je disais. Donc pour les informer, et essayer on va dire, de dénouer un petit peu ces peurs. Hein, et puis donc nous, en tant que laboratoire et universitaire, on peut évidemment accompagner les entreprises pour qu'ils puissent tester des solutions. Il y a un certain nombre de possibilités pour essayer de défricher un petit peu et voir la faisabilité, donc en partenariat avec à la fois des gens qui sont du domaine technique, mais aussi du domaine de l'ergonomie. Donc on forme aussi nous des ingénieurs et très clairement pour ce type de problématique, nos jeunes élèves, on leur dit d'aller sur le terrain et de commencer par recueillir le besoin des opérateurs, en ayant en tête que justement on a des moyens
techniques et technologiques extraordinaires à l'heure actuelle. C'est ce qu'on disait, les opérateurs, ça fait partie du patrimoine de l'entreprise. Hein. S'ils ont passé justement des années d'expertise à se former, on ne peut pas se permettre, et ce n'est pas rentable de se permettre qu'ils aient des problèmes de santé, qu'ils développent des TMS, parce que finalement, si à 50 ans, ils sont dans l'impossibilité de travailler parce qu'ils ont eu des conditions de travail difficiles, non seulement il y a une responsabilité sociétale, mais de toute façon, ce n'est pas rentable pour l'entreprise. Donc, allez voir toute cette expérience, toute cette connaissance pour recueillir ses besoins et réfléchir vraiment ensemble. Là, on parlait de co-conception sur la répartition du travail et inventer peut-être d'autres façons de travailler. Alors, une PME, enfin, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de PME réfléchissent à cela, à celles qui n'ont pas déjà entrepris des projets dans ce domaine-là ou lancé des pré-études. Quelle est la meilleure manière, peut-être, pour se faire aider, pour se faire accompagner vers quel organisme on peut se tourner pour avoir une information, je dirais, vraiment critique, pertinente, d'accompagnement? Est-ce qu'il faut rentrer dans des démarches d'éco-conception, de co-conception, pardon, pas d'éco-conception, mais de co-conception? Est-ce qu'il existe des organismes en France, je pense par exemple au pôle de compétitivité, à peut-être les SAT, des organismes comme ça? Jérôme? Oui, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a la possibilité pour les PME de se faire accompagner par la région. D'accord. Mais que en Auvergne-Rhône-Alpes? Nous sommes en Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. Okay. Vous avez des programmes particuliers consacrés à l'industrie du futur qui permettent à la fois de réfléchir à la stratégie, donc au choix stratégique de développement par la robotisation, qui permettent de travailler la numérisation, qui permettent de travailler l'organisation du travail, l'organisation de la performance. Voilà. Il y a tout un tas de sous-programmes qui permettent aux entreprises d'être accompagnées dans la durée sur des modernisations importantes. Et ces accompagnements, ça a un coût, ça coûte cher, Alors ça dépend des programmes. Il y a bien évidemment une participation de l'entreprise parce que c'est la condition de l'engagement. Mais en règle générale, la région assume entre 50 et 80% du coût du projet global. Voilà. Vous avez aussi d'autres organismes tels que BPI qui permettent des financements. La Directe, avec la BPI et la région, ont un programme de soutien à la modernisation qui est assez conséquent, qui peut soutenir jusqu'à 400 000 € de projet. Voilà, donc vous avez tout un tas de dispositifs que les entreprises peuvent actionner. Et vous avez une agence qui s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises qui est chargée de déployer ces programmes et d'aider les entreprises à rentrer dans ces programmes. Bon, et on a vu aussi que dans chaque région, il y a des pôles de compétitivité. Je crois que la French Fab aussi développe des agences régionales vers lesquelles les gens peuvent se tourner pour obtenir au moins déjà dans un premier temps de l'information pour ceux qui sont vraiment dans des phases extrêmement préliminaires des projets. Jean-François Thibault. Oui, je voulais faire part d'une expérience qui est un petit peu décalée mais qui peut peut-être intéresser des PME. En Nouvelle-Aquitaine. Donc on utilise, comme je vous disais, un partenariat avec le CEA qui a différentes plateformes. Et il y a entre autres une plateforme en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Tropic. Et les projets que nous co-développons avec le CEA, nous les mettons à disposition en visibilité des PME de Nouvelle-Aquitaine qui veulent voir comment demain on va faire le ponçage du futur. Maintenant, il existe un Kobo sur lequel on peut faire du ponçage, donc, qui est mis au point par une structure, une PME française, et qui est testé chez Safran. Et on peut faire, il y a un prototype, et ce prototype peut être en visibilité régionale pour les PME qui seraient intéressés, et c'est gratuit par rapport aux PME. Au moins qu'ils aient une représentation de ce qu'on peut faire avec des nouvelles technologies. C'est minime, mais bon, c'est une information. D'accord. Nous avons parlé des projets que vous avez tous les trois dans vos entreprises. Vous les avez évoqués. Et moi, j'aimerais qu'on se tourne vers l'industrie du futur, puisque ces projets sont des projets qui ont eu des retombées, des impacts
positif pour chacune de vos organisations. Aujourd'hui, cette robotique 4.0, cette robotique collaborative, mais aussi robotique mobile, hein. Il y a différents types de déclinaisons de cette robotique sortie de ces barrières qui la limitaient, qui l'enfermaient, qui la mettaient à l'écart des opérateurs. Elle va, selon vous, elle va aller vers quoi et quel impact aura-t-elle justement sur vos organisations? Jordan? Eh ben, écoutez, l'impact, comme ça, je peux pas vous le donner. On espère qu'on va continuer sur la même lancée, de continuer à mettre des robots toujours pour supprimer des tâches ingrates, d'améliorer notre productivité, bien sûr, et de toujours automatiser un petit peu plus nos... Votre retour d'expérience aujourd'hui, vous avez un gain. Ces machines, elles ont apporté un gain de productivité sensible. Vous l'avez mesuré, vous l'avez chiffré. Vous pouvez le partager avec nous ou c'est une donnée sensible? Bien sûr qu'on l'a chiffré, on l'a mesuré, on l'a contrôlé aussi. Parce que, on ne peut pas se permettre d'investir sans contrôler si nos investissements sont rentables ou pas. Je ne vous le donnerai pas parce que je ne l'ai pas forcément en tête non plus. Ça dépend tellement de sujets. En ce moment, on a 25 sujets nous, de robotisation au sein du groupe. Ah, c'est-à-dire que ça explose. Bien sûr. Bien sûr. Donc on n'est pas dimensionné pour les traiter les 25 en parallèle. Donc vous parliez de 9 machines. 4, oui. Ouais, aujourd'hui, vous partez de 25, vous multipliez par 3 presque. Dans 25 sujets de robotique, ça ne veut pas dire forcément 25 machines, parce que nous on a développé un système de robotique modulaire où on arrive à utiliser un même robot sur plusieurs applications, parce que nos productions, nous, peuvent durer seulement quelques heures par exemple. Donc il faut qu'on puisse s'installer un robot en quelques minutes, voire dizaines de minutes, et le passer sur une seconde ligne très rapidement. Sébastien, projetons-nous justement un peu dans une idée un peu du futur, même pourquoi pas futuriste. Vous dirigez aujourd'hui un des sites d'Amazon. Vous, quels seraient vos souhaits? Je dirais, qu'est-ce que vous attendez? Quelles seraient vos attentes de ces machines? Jusqu'où voudriez-vous qu'elles aillent? Quelles fonctions, quelles activités voudriez-vous qu'elles prennent en charge à l'avenir, à condition que ça soit maîtrisable, bien sûr? Alors, juste pour donner un peu de perspective, aujourd'hui, Amazon dans le monde, c'est environ 175 entrepôts. Il y en a en gros 25 aujourd'hui qui intègrent ces technologies. Donc on est encore au début, ça se développe. Et en France, le premier site qui ouvrira, ça sera cette année. Donc ça sera le premier site Amazon Robotics qu'on aura en France. Donc on en est au début, ça fait partie d'une... L'horizon du temps pour ce site, vous pouvez nous le donner? Ça sera cette année. Cette année, d'accord. Ouais, entre deuxième semestre, j'imagine. Je ne suis pas certain encore de la date d'ouverture. C'est des gros projets. Il peut toujours y avoir des aléas, des retards, mais ça sera cette année, effectivement. Excusez-moi, je vous ai coupé. Reprenez votre... oui, donc ce que je disais, c'est que notre souhait, bien sûr, c'est de continuer à innover. Aujourd'hui, ici, on parle beaucoup de robots. Il y a aussi d'autres innovations qui peuvent être faites en matière de mode de livraison ou autre. Et l'ADN d'Amazon, c'est vraiment de continuer à innover en permanence pour améliorer les conditions pour les collaborateurs et pour améliorer le service rendu aux clients. Donc, moi, en tant que directeur de site, j'ai pas de vision, si vous voulez, sur quels seront les projets du futur. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de limite, on ne se fixe pas de limite. Il y a une quantité de choses sur lesquelles on peut innover, on veut continuer à innover. Donc, pour moi, on n'en est vraiment qu'au début et on a hâte de connaître la suite. Jean-François? Oui, je vais rejoindre Amazon. Nous aussi, on est au début, faut rester modeste. On est au démarrage, ça fait 3-4 ans qu'on travaille sérieusement sur le sujet. Mais par contre, c'est un axe stratégique dans notre roadmap de l'usine du futur. Donc la cobotique est mentionnée comme axe stratégique. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'ai un portefeuille de 60 projets aujourd'hui dédiés sur ces technologies-là. Donc on ne les traite pas toutes, je vous rassure. On n'a qu'une tête, un bras, mais bon. Je voudrais qu'on se fasse aussi une idée, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de robotique collaborative. On a l'air d'oublier complètement qu'il existe de la robotique industrielle, celle qu'on évoquait un peu en plaisantant, en disant elles sont derrière des grilles, etc. Ces robots collaboratifs, est-ce qu'ils remplacent aujourd'hui les robots industriels classiques, ou est-ce que c'est une nouvelle arme? C'est-à-dire que, par ailleurs, est-ce que les robots industriels classiques continuent de se déployer, d'être utilisés, d'évoluer dans vos entreprises? Oui, c'est un débat, c'est un vrai débat, cette question-là. Je dirais que les deux axes coexistent. C'est-à-dire que la robotique traditionnelle, elle continue à se déployer.
faiblement chez Safran pour des raisons que je ne vais pas développer, ce serait un petit peu long. On n'est pas une industrie qui produisons énormément de pièces, comme par exemple une industrie automobile, quoi. Donc on a beaucoup de variabilité, etc. Donc on n'est pas trop dans l'automatisation, mais on a des cellules entièrement automatisées avec du ROI. Bon, là, c'est clair. Mais ce n'est pas de la robotique collaborative. Et à côté de ça, se développe de la robotique collaborative où on conserve l'opérateur sur le poste de travail en interaction avec le robot. Et donc là, il y a quand même des arguments de poids par rapport à l'automatisme, la robotique traditionnelle, c'est le coût. C'est qu'un robot mobile, un petit cobot mobile que vous pouvez amener d'un poste à l'autre, eh ben vous avez un coût d'investissement qui est bien moindre qu'une cellule complète automatisée. Surtout quand vous avez de la variabilité, qu'il faut changer les outillages, etc. etc. Oui, c'est vrai que vous avez besoin d'agilité, de flexibilité. On a besoin d'agilité et de flexibilité. D'où l'axe stratégique, c'est pas la robotisation classique chez Safran, c'est vraiment la robotique collaborative. Jordan, Sébastien, cette robotique collaborative, même question pour vous. Est-ce qu'elle a mis un coup d'arrêt à la robotique industrielle classique ou est-ce que c'est une nouvelle arme? Est-ce qu'elle la remplace? Comment ça se produit? Alors pour nous, elle peut aussi nous y amener. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de solutions où on teste. En fait, on teste une ligne avec des robots collaboratifs. Ça nous permet d'éviter de mettre toutes les cellules de sécurité, et ainsi de suite. Et ensuite passer sur une solution robotique standard. Pour gagner en rapidité ou des choses de voilà. Ou alors on avait prévu de rester sur de la robotique collaborative et pour gagner en vitesse, en rapidité, on passe sur de la robotique standard. Sébastien? Non, c'est-à-dire les deux cohabitent. Les deux cohabitent. Les cobots, comme vous les appelez, effectivement, ils effectuent certaines opérations et ils sont en contact avec les collaborateurs qui effectuent la mise en stock et le prélèvement. Mais on a tout un autre pendant d'activité sur la réception, sur l'expédition, sur lequel on va trouver d'autres types de technologies, beaucoup plus simples également, des convoyeurs, des AGV, des choses comme ça. Donc ça n'a pas mis du tout un frein. Ça vient prendre en compte une certaine partie de l'activité et ça vient l'améliorer fortement, mais ça n'a pas stoppé le reste de l'innovation ou de la robotisation, au contraire. Alors Nathalie, j'ai envie de vous laisser un mot, sinon un mot de conclusion, parce que je vais essayer de prendre une ou deux questions dans la salle, mais dans tout ce que vous avez entendu, qu'est-ce que ça évoque à votre fibre académique? Et quelles envies ça vous donne? Qu'est-ce que ça motive chez vous? On a eu des beaux projets là. Oui, justement, c'est la richesse. La richesse des témoignages et je pense qu'on en est effectivement qu'au début et on n'a pas encore exploré toutes les possibilités de ces technologies. Et du point de vue... à mon avis, c'est effectivement, si on ne perd pas de vue l'humain et qu'on laisse l'humain au centre et qu'on met ces technologies au service de l'humain et de la qualité du travail, on va retrouver aussi une certaine attractivité de certains secteurs d'activité et une qualité évidemment, et même une excellence, où là on pourra réellement trouver notre place. Voilà.